Bon, les gars, vous le savez, à force d'aimer la littérature, il m'est arrivé de formuler, parfois, quelques tournures assez piquantes à l'endroit des cinéphiles. Et c'est logique au fond. À notre triste époque, beaucoup de gens se persuadent, à force de se le répéter comme un mantra, que s'ils ne lisent pas beaucoup, ils peuvent toujours se rattraper en visionnant un maximum de films, un peu comme si, finalement, le cinéma était un ersatz de littérature, voire un vrai produit de substitution. Oh, eh ben voyons. Vous croyez connaître Tolkien parce que vous avez vu Le Seigneur des Anneaux version Peter Jackson? Vous pensez avoir une longueur d'avance parce que vous avez 3 abonnements Netflix et 4 accès Prime sur votre iPhone? Allez, soyons sérieux. Pourtant, et je vais faire une concession à la team cinéma, il est tout à fait possible de réaliser de bonnes adaptations de grands romans, à condition de saisir ce qui fait l'intérêt du livre, ce que le film peut offrir, et ce qui peut être adapté d'un médium à l'autre. Parce que si vous essayez de plaquer telle quelle l'intrigue de Stendhal, de Hugo ou de Gary sur un long métrage, 3 fois sur 4, dans le plus optimiste des scénarios, vous en tirerez seulement un petit téléfilm 100% OSEF, dont le rythme sinueux et lassant ne rend absolument pas compte de la profondeur stylistique du matériau originel. Et à l'inverse, si vous partez trop loin du livre, c'est assez ridicule en fait, parce que c'est comme si vous aviez juste acheté une marque à apposer sur votre jaquette sans tenir compte de ce que l'ouvrage, de base, avait à vous proposer. Et s'il y a bien un film qui a réussi à proposer un bon équilibre entre fidélité au livre et enjeux cinématographiques ces dernières années, c'est clairement Illusion perdue, un film de Xavier Giannoli, paru en Big 2K21 et adapté du banger du même nom, signé par le GOAT Balzac. Et clairement, vous allez le voir, les rapports que ce long métrage entretient avec la comédie humaine sont extrêmement nombreux, denses et touffus, de sorte que l'on peut considérer ce texte comme un cas d'école en matière de dialogue entre cinéma et littérature. Alors venez par là, on va examiner tout ça. L'histoire, tu n'as pas le niveau pour parler de cinéma. Moi j'ai une carte UGC, je me donne des nouvelles du réel. Pertinence sur la compréhension du corps social. Bravo Titouan, tu marques un point. Mais malheureusement pour le petit aptère que tu es et resteras à jamais, j'ai trouvé la parade. Aujourd'hui je serai accompagné d'Axel CDRM, un youtubeur cinéma qui propose sur sa chaîne des anecdotes de fous furieux sur l'histoire du médium et des rétrospectives de films cultes, le tout avec un montage de qualité hussardienne et une plume agréable. Alors si vous ne le connaissez pas encore, allez vous abonner et découvrir son contenu, c'est vraiment un bon gars. Et puis tant qu'à faire, pour continuer dans la série des belles découvertes, passez donc faire un tour sur le site de La Giberne, la maison d'édition qu'on ne présente plus, pour y découvrir un catalogue de pépites incontournables, avec notamment Pays réel, qui ferait un bon film si quelqu'un s'avisait de l'adapter, et l'Hydre, qu'il est probablement impossible d'adapter au ciné sans enfreindre une demi-douzaine de traités internationaux, vu la mentalité, disons, particulière de son personnage principal. Intrigué? Alors passez voir la vidéo de présentation, ça devrait vous régaler. Et si vous êtes déjà convaincu, alors le site vous attend en description. Version papier, numérique et audio à petit prix, livraison dans le monde entier et newsletter gratuite pour qu'on reste en contact. Franchement, venez pointer le bout de votre museau, on est bien. Paisible. À la fraîche. C'est bon? C'est cool? Alors générique. Bon alors partons du début, histoire de ne pas nous éparpiller façon puzzle. On va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Illusion perdue, de base, est un roman d'Honoré de Balzac, publié en 3 parties entre 1837 et 1843. Et déjà, avant même de le résumer, t'as compris qu'en général, quand il y a publication en 3 parties, c'est que le bébé doit être aussi colossal que l'IMC astronomique de Balzac, aka pause goûter supplément il flottante. Et bingo. Comme pas mal d'autres romans de la comédie humaine, le vaste ensemble romanesque que Balzac a constitué à coups de dizaines de romans sa vie durant, Illusion perdue ne compte pas moins de 864 pages. Ah bah mon cochon, c'est plus une lecture là, c'est un CDD de 12 mois la bestiole. Pour ce prix, j'espère que ça raconte des trucs épiques au moins. Oui, bien sûr que oui. On est chez Balzac là, le gars qui a une imagination plus fertile que les rives du Nil et un sens de l'observation tellement aiguisé que les députés de son temps citaient des passages de ses œuvres à l'Assemblée en guise d'argument. Donc pas d'inquiétude, c'est du lourd. Illusion perdue, c'est l'histoire d'un jeune garçon de province, Lucien Chardon, dont la mère, Madame de Rubempré, appartenait à la noblesse. Et concrètement, le bougre de base n'a que 2 objectifs dans la vie. Avoir le droit de porter le patronyme d'éther de sa mama en lieu et place de Chardon, qui pue un peu, on est d'accord, et se faire connaître comme poète, puisqu'en bon petit rêveur émo de 18 ballets, il gratte des alexandrins de Fragilus à l'ombre des arbres, en s'extasiant sur les pâquerettes et le vent dans les branchages. Malheureusement pour lui, Lucien n'est pas bien riche, et surtout, il vit en province, à Angoulême. Clairement, là, on est loin du faste parisien. Mais attendez un peu, on y vient. Pour vivre son poète dream jusqu'au bout, Lulu la pâquerette s'éprend d'une nobliote locale, Madame de Bargeton, dont il va faire sa muse. Et en contrepartie, la nana
l'introduit auprès des notables locaux. Mais bien sûr, le scandale est total dans cette petite société guindée de province, d'autant plus que Lucien, qui aime les femmes mariées apparemment, a un pur lifestyle de roturier. Ça coûte d'argent, hein. Ah, je t'ai dépouillé là. Sa sœur Eve est mariée à David Séchard, un bon gars qui tient une petite imprimerie, mais galère à joindre les deux bouts et essaye, dans la douleur et pour se renflouer, de créer un nouveau procédé pour fabriquer du papier. Bon alors, vous le voyez, le starter pack de Lulu Chardon n'est pas optimal, et quand Madame de Bargeton lui propose qu'il se réfugie à Paname pour fuir un temps le scandale, le clampin ne se fait guère prier. On arrive alors dans la deuxième partie du roman, la plus longue et la plus mémorable. Pour Lulu, l'acclimatation à Paris se passe plutôt mal au début. J'avais commencé à parler, j'aurais peut-être pas dû. Déjà, comme le gars est pauvre, il passe pour un demi-clodo zadiste dans les rues de la capitale. C'est simple, même Madame de Bargeton lui paraît bizarrement fagotée par rapport aux parisiennes. Et pour ne rien arranger, Lucien est gauche et se couvre de ridicule lors de ses premières incursions mondaines, ce qui l'amène à se faire têche par sa lady. Vous croyez que c'est fini ? Non, pas du tout. Tous les éditeurs refusent son livre et il se trouve bientôt plus démuni que Yann Barthès devant une commission parlementaire. Et il me manque la fin. Quelle indignité. Fort heureusement, Lulu Lalouse va faire la rencontre de Daniel D'Arthez, un jeune auteur de grand talent qui l'introduit au Cénacle, un petit groupe d'intellectuels qui se soutiennent et se réunissent pour échanger sur des domaines très divers qui vont de la biologie à la littérature, en passant par la médecine ou la peinture. Et D'Arthez, il n'y a pas de piège, c'est vraiment un bon poteau. Et comme les amis de mes amis sont mes amis, Lucien trouve enfin un peu d'appui à Paris auprès de cette fine équipe de gens intègres, passionnés et passionnants. Je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Mais les copains, ça lui suffit pas à Lulu. Lui, ce qu'il veut, c'est de la moula, de la lourde moulaga même. Il va donc rejeter le Cénacle et s'engouffrer tête la première dans la sombre voie du journalisme. Mon Dieu, cette profession. Y a-t-il une pire utilisation de son temps ? Je veux dire, quitte à brader son âme pour 1 euro, autant s'inscrire sur le bon coin, non ? Ça va plus vite et ça vous laisse le temps de savourer l'hydre jamais ne meurt en attendant l'enfer. C'est déjà mieux, vous croyez pas ? Enfin, bref. Lucien devient donc journaliste en mettant son esprit vif et sa verve au service d'un canard libéral. Alors, qu'est-ce que les libéraux ? Bah, à l'époque de Balzac, c'est-à-dire à la fin de la décennie 1820, la France est une monarchie parlementaire et la vie politique se partage en deux camps. Les royalistes, qui sont un peu, pour schématiser, l'ancêtre de la droite, soutiennent le pouvoir en place et valorisent l'ordre ou la tradition, et les libéraux, qui sont archi grossièrement encore une fois, les ancêtres de la gauche, en ce qu'ils réclament plus de votes, plus de suffrages, plus de liberté pour le peuple, et plus de fromage blanc en dessert. Ah non, ça c'est Balzac, je m'embrouille. Mais ne vous attardez pas à ces considérations politiques, parce que la grande morale d'Illusion perdue, c'est qu'on s'en fiche. Ce qui compte dans le journalisme ultra cynique de Lucien, c'est de clasher violemment le camp d'en face, et de se faire ralasse par des éditeurs et des patrons de théâtre en échange d'articles élogieux sur leur production, ou d'articles à charge contre leurs concurrents. Et vous vous en doutez, à une époque où le théâtre règne en maître dans la capitale, où fleurissent tous les talents littéraires et où l'imprimerie décuple les tirages, l'opinion devient un marché capital et juteux. Lucien palpe donc masse cash à coups de Early Western Union et de mallettes Interlope, et il entame rapidement une relation avec une petite comédienne, Coralie, avec laquelle il vit plus luxueusement que moi, avec tout l'argent des abonnés aux Bahamas. Seulement, à un moment donné, ça lui suffit pas à l'ami Lucien, qui signe désormais ses articles Lucien de Rubempré dans une absence de vergogne parfaitement admirable. Il décide donc de plaquer son poste chez les libéraux pour passer chez les royalistes dans un nouveau journal. Et ce revirement, il ne plaît pas beaucoup à ses anciens amis du Cénacle, d'autant plus que Lulu attaque virulemment un roman de D'Arthez dans un papier, roman qu'il a pourtant adoré mais que son rédac-chef lui ordonne de démolir avec la délicatesse d'une tractopelle bulgare. Assailli de toutes parts, lourdement endetté, désavoué par ses anciens amis et ignoré par ses nouveaux alliés, Lucien reçoit le coup de grâce lorsque Coralie, qu'il aime passionnément, tombe sérieusement malade et finit par calancher. Au bout du Rolls, il n'a alors plus le choix. Il se carapate dans ses pénates et revient à Angoulême seul tout avec son seum de fou. Bon alors suite à cela, on rentre dans la troisième partie du livre. Et là, c'est très compliqué à vous résumer parce qu'un demi-milliard d'intrigues s'enchevêtrent. Pour la jouer brève et simplifiée à mort, David, l'imprimeur, il a trouvé comment faire du papier pour pas cher, mais il n'a plus un sou pour concrétiser son projet, notamment parce qu'il a aidé Lucien à éponger ses dettes parisiennes à la fin de la partie précédente. S'ensuivent alors 50 000 intrigues de province toutes plus mesquines et toxiques les unes que les autres, au terme desquelles la situation paraît 100% inextricable. Lucien, convaincu que tout est de sa faute, décide de se terminado dans le lac voisin. Mais au moment où il s'apprête à faire le plongeon final, un abbé espagnol, Carlos Herrera, le croise, se prétend diplomate et offre la fortune à Lucien en échange d'une obéissance aveugle. Lucien, qui ne craint pas de vendre une deuxième fois son âme en 250 pages, accepte volontiers. Renfloué, il dénoue la situation de son poteau Séchard, qui se retirera à la campagne pour vivre paisiblement de ses rentes, tandis que Lucien retourne à Paris avec son mystérieux curé de poche, qui s'avérera être un bagnard en fuite et un personnage totalement sulfureux dans le roman suivant, Splendeur et misère des courtisanes, mais ça suffit pour aujourd'hui, voici déjà ce qui se passe dans le fat roman du lourd Balzac. Maintenant que j'ai beaucoup trop parlé, je vais laisser Axel vous présenter le film, et vous allez tout de suite voir que des choix audacieux ont été faits. Salut tout le monde, j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler du film Illusion perdue de Xavier Giannoli, un
projet ambitieux comme ils se font malheureusement trop rares de nos jours dans le cinéma français, qui vise à reconstruire une vision du Paris du 19e siècle avec une vaste galerie de personnages incarnés en plus par un casting en or, avec Benjamin Voisin dans le rôle de Lucien de Rubempré, Cécile de France dans celui de Madame de Bargeton, Vincent Lacoste dans celui de Nathan d'Anastasio et même notre GG national dans le rôle d'un éditeur. Je suis loin d'avoir nommé tout le monde, mais on a des acteurs talentueux, expérimentés et récompensés qui jouent très bien leur rôle. À aucun moment les acteurs en font trop ou pas assez, vraiment ils sont tous très bien dirigés et investis dans leur rôle. Ça sert beaucoup le film et ça lui fait déjà une qualité. Mais le réalisateur dans tout ça, après tout c'est lui le maître du projet, il ne faut pas n'importe qui pour mener un film de cette envergure. Eh bien, même si le bougre n'a pas un CV aussi impressionnant que celui de Balzac, et est-ce que quelqu'un sur cette planète peut se vanter d'en avoir un qui lui arrive seulement à la cheville ? Si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'on parle mieux dans ses œuvres de ce que l'on a expérimenté soi-même dans sa vie. Et Ganoli, ayant été en couple avant sa mort avec une poétesse, étant le fils d'un journaliste ayant réussi à se faire une place dans le milieu barbare et infernal qu'est l'industrie du cinéma, semblable dans sa dangerosité au Paris du roman, il est loin d'être étranger au sujet abordé par Balzac dans son roman. Et il se trouve qu'il s'est permis plusieurs changements afin de se réapproprier le roman pour créer sa propre œuvre. Des changements plutôt ambitieux. Le premier étant que le film se concentre sur la période de Lucien à Paris, le début à Angoulême ne durant que 15 minutes dans le film, alors qu'il occupe toute la première partie du roman. Et la fin a été également changée pour une conclusion beaucoup plus déprimante au récit, Lucien se retrouvant sans rien ni personne, là où le roman le voit se faire sauver par David Séchard, et à une conclusion qui prépare le terrain pour la suite du roman, Misère et splendeur des courtisanes, que le réalisateur semble n'avoir pas pris en compte pour à la place réaliser un film qui se suffit à lui-même. Mis à part cela, l'intrigue est très similaire à la deuxième partie du roman. Ces changements peuvent paraître anodins, mais c'est pourtant très audacieux car les adaptations de classiques du genre sont souvent accueillies par des puristes prêts à sortir les torches et les fourches au moindre changement. Peu importe si le film en bénéficie ou non. Et ça ne s'arrête pas là. Le style littéraire ciselé de Balzac ne pouvant pas être simplement retranscrit, le film utilise à la place les outils du langage cinématographique pour créer son propre style et servir son intrigue. Quand j'ai discuté avec le Hussard pour créer la merveilleuse vidéo que vous êtes en train de regarder, il m'a dit penser que le film ressemblait à un Loup de Wall Street transposé dans le petit Paris du 19e siècle. Et la comparaison est très pertinente. Ce sont deux films qui mettent en scène un jeune homme plein d'ambition qui abandonne rapidement son éthique et ses proches pour se jeter dans la conquête du monde pourri qu'il vient de découvrir et qui va réussir un bref moment avant de tout perdre et de se retrouver sans rien à la fin du film. Et il y a aussi beaucoup de similitudes dans la réalisation. Ce travelling par exemple, où Lucien survole une table où des gens s'échangent des cadeaux, des documents, de l'argent, en bref, ou des alliances et des complots secrets, qui représentent la soi-disant réussite et le contrôle que Lucien a gagné sur ce monde qui va bientôt le dévorer, ressemble à ce travelling dans lequel le héros marche à travers un amas de personnes tous inconscients après une soirée bien arrosée, donnant l'impression que c'est le seul mec sain d'esprit dans un monde de fous qui ne savent pas ce qu'ils font alors que sa chute arrive à grands pas. Et les deux films savent aussi très bien tous les deux mettre en scène la langue bien pendue de leur héros. Le talent pour vendre n'importe quoi à n'importe qui du héros du Loup de Wall Street est aussi grand que celui qu'a Lucien pour défoncer sans vergogne les nouveautés littéraires avec des punchlines hussardiennes. J'en viens d'ailleurs à ce qui est pour moi le cœur du film, la violence verbale. Lucien, qui dans le début du film transpire d'une passion débordante pour la littérature, l'efface petit à petit pour privilégier les méchancetés de la critique littéraire, plus vendeuse. C'est ainsi qu'il se retrouve par exemple à bredouiller sur un roman qu'il n'a même pas lu, car il doit décrédibiliser et humilier son auteur qui se trouve devant lui, qui est défendu par un journal rival au sien. C'est très rare de nos jours d'avoir des débats vraiment constructifs et intéressants, surtout sur les réseaux sociaux où le but est maintenant de crier le plus fort possible pour étouffer la voix de son adversaire avant qu'on n'entende pas ce qu'il a à dire. On lance les attaques ad hominem les plus violentes possibles pour se faire remarquer et avoir l'air plus sérieux que son adversaire, comme Lucien dans le film redouble d'ingéniosité pour démonter les romans dans son journal sans prendre le temps de les lire. L'espace de débat public a été transformé en véritable arène dans laquelle les gens se jettent corps et âme pour assouvir leur soif de sang, et non plus pour affûter leur esprit critique comme il devrait l'être. L'information et l'intelligence se perdent complètement dans une joute verbale de plus en plus violente pour servir le pouvoir d'une petite élite intouchable qui se rit bien de ce cirque à qui ils sont infiniment supérieurs. C'est une clairvoyance politique incroyable pour laquelle les romans de Balzac sont populaires. Et en parlant de politique, j'ai vu plusieurs personnes dire que le Lucien de Rubempré de ce film était une sorte de caricature d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux personnages. Ils sont tous les deux réputés pour être des jeunes prodiges, ils n'ont tous les deux aucun scrupule et sont prêts à tout pour réussir leur carrière. Ils ont tous les deux un petit zozotement, un goût pour les femmes plus vieilles qu'eux, mais aussi, point le plus important, ils croient tous les deux être les rois de leur monde, surpuissants et inatteignables, alors qu'ils ne jouissent que d'une gloire éphémère et illusoire qui leur a été fournie par une élite dont ils ne sont au final rien de plus que les petits toutous remplaçables à l'infini. Je me réjouis, ça me donne beaucoup de plaisir. Même physiquement, l'acteur de Lucien ressemble beaucoup à Macron quand il était jeune. Le film n'a pas à rougir des analyses politiques de Balzac, il est très lucide sur les thématiques abordées par le roman et comment elles ont changé aujourd'hui. C'est là pour moi que le film est une adaptation pertinente. Il n'a pas vocation à remplacer ou à être une simple copie de l'œuvre originale. Le réalisateur se réapproprie de façon intelligente le roman pour délivrer son propre discours, réactualiser les thématiques du roman et le retranscrire dans un autre médium, ayant des codes différents de la littérature. Tout ce qui est censé faire une bonne adaptation d'un texte littéraire. Le film est accompagné par la voix d'un narrateur, ce qui nous donne l'impression de suivre une grande histoire. On a droit à des travelling et à des plans d'ensemble dignes d'un tableau qui représentent tous les personnages.
des montages alternés qui représentent bien la vitesse extrême de ce pari, où tous les changements peuvent s'effectuer en un clin d'œil. C'est un film qui a beaucoup de style, qui est très bien réalisé et qui est fait par une personne qui connaît très bien les coulisses du Petit Paris. Alors c'est une adaptation clairement réussie qui fait honneur au texte d'origine. Je vais maintenant repasser la parole au Hussard pour comparer plus en détail les différences entre le film et le roman. Alors, par où commencer? Par le plus évident sans doute. Le film s'attarde complètement sur la deuxième partie du roman, ne montrant de la première partie que la romance avec Madame de Bargeton et 20 secondes de poésie, et de la troisième le retour désabusé de Lucien à Angoulême. Et ce choix, c'est un bon choix. Clairement, la deuxième partie du roman est celle qui lui donne son rythme et qui lui vaut sa célébrité. Et comme un film s'inscrit toujours dans une durée plus courte qu'un roman, il doit aller à l'essentiel. C'est bien le cas ici. Deuxième chose intéressante, le film est un médium récent, qui peut facilement actualiser les problématiques plus anciennes que soulève un bouquin. Typiquement, ici le film est resserré sur les abus des journalistes et la satire des milieux du divertissement. Ce qui, à l'heure où Libération ne tient plus que par des subsides étatiques et où les fake news le disputent à la mauvaise foi chez BFM ou France Info, est un angle d'approche vraiment pertinent. D'ailleurs, il semble que ça ait tapé plutôt juste, puisque les prout-proutesques cahiers du cinéma et le risible torchon sartrien Libération ont bien ragé à la sortie du film devant ce parti pris. Franchement, rien que pour ça je valide ce film, ça me fait beaucoup trop rire. Bon, et puis la grosse différence entre le film et le livre, c'est la présence d'un narrateur, Nathan d'Anastasio. Et là, attention, ça va se compliquer brutalement. Il n'y a pas, dans le roman Illusion perdue, de narrateur ni de Nathan d'Anastasio. En revanche, il y a bien un personnage totalement secondaire qui s'appelle Raoul Nathan et qui, comme Nathan dans le film, rencontre Lucien chez l'éditeur Doria, se clash avec lui et finit par recevoir une mauvaise puis une bonne critique de sa part pour l'un de ses romans. Le réalisateur, Xavier Giannoli, n'a donc pas totalement inventé ce personnage, mais il l'a en revanche considérablement grandi et grossi pour lui accorder une place centrale dans son intrigue. Là où d'Arthez, lui, disparaît totalement du film, quand bien même sa sollicitude envers Lucien était un élément central du roman, ici contrebalancé par le rôle d'Anastasio. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Et ce qui est étrange, c'est que si vous écoutez bien le film, vous pouvez deviner quelques détails intéressants de la vie de Nathan. Déjà, son nom, à consonance italienne, rappelle volontiers Gabriel D'Annunzio, un auteur italien du début du XXe siècle qui fut un soutien initial de Mussolini et joua un rôle important dans la politique de son temps, ce qui n'est pas, là aussi, sans rappeler le Nathan du film. Ensuite, il semble être vicomte, ce qui n'est absolument pas le cas de Raoul Nathan ou de d'Arthez dans le roman. En revanche, ça le rapproche d'un autre écrivain français, lui aussi royaliste et bien introduit à la cour, Chateaubriand. Et dans le film, le roman de Nathan que Lucien critique s'appelle Aleph, qui est, dans notre monde, un bouquin de Paolo Coelho, mais qui doit ici plus volontiers évoquer Atala, un récit de Chateaubriand, paru en 1802. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Pour résumer, on a donc un narrateur sorti du chapeau pour le film, qui a le blaze d'un auteur mussolinien des années 30, le titre de noblesse de Chateaubriand, et un roman qui fait penser à Atala à son actif. C'est plutôt étrange, non? Vous savez plus où vous en êtes? Alors, pas de panique, film ou roman, quelle œuvre doit avoir votre préférence? Axel vous répond immédiatement. Mon verdict est très prévisible, mais c'est simple, les deux se valent. Évidemment, le roman est un texte centenaire qui a déjà passé l'épreuve du temps et rejoint la postérité littéraire. Donc le film ne peut pas avoir ne serait-ce qu'un centième de sa prestance. Pour ceux parmi vous qui sont rebutés par l'oracle ou les classiques, ça pourrait vous amener à vous tourner plutôt vers le film. Et il n'y a aucun mal à cela. Le film étant excellent en lui-même et adaptant très bien l'œuvre et ses thématiques à notre époque, comme je l'ai démontré précédemment. Des adaptations de Balzac, il y en a des tonnes. Mais le film de Giannoli a trouvé un grand succès à sa sortie car il a des qualités cinématographiques indéniables, mais aussi car il fait tout ce qu'une bonne adaptation devrait faire, se détacher de l'œuvre d'origine. Ceux qui ont trop peur de faire beaucoup de réalisateurs qui s'attaquent à l'adaptation d'un grand roman. En fait, pour faire une analogie, adapter un roman, c'est un peu comme séduire une fille ayant beaucoup de prétendants. Si vous vous écrasez, que vous faites tout pour lui faire plaisir sans jamais être sincère avec elle, elle va vous ignorer et au mieux vous serez juste un marchepied pour atteindre les prétendants plus intéressants que vous. Alors que si vous prenez des initiatives, des risques, que vous êtes sincère avec elle, que vous posez des limites quand elle vous embête, que vous savez vous faire désirer, elle aura du respect pour vous et aura envie de vous donner une chance. Là où je veux en venir, c'est que Giannoli adapte intelligemment Illusion perdue. Il fait des choix pertinents pour adapter une œuvre littéraire au cinéma et à ses codes différents. Et c'est comme ça que le cinéma et la littérature peuvent parfois donner naissance à de beaux enfants. Akira Kurosawa, quand il adapte certaines des œuvres les plus importantes de Shakespeare, il n'hésite pas à prendre beaucoup de liberté sur elles pour les adapter au mieux au cinéma et au monde du Japon féodal, mais tout en gardant la profondeur et la grande tragédie des pièces. Stephen King a détesté l'adaptation qu'a fait Kubrick de Shining, et pourtant c'est sans doute l'un des films les plus importants et appréciés de l'histoire du cinéma, au point d'en éclipser le roman d'origine, juste parce que Kubrick réalise mieux que King n'écrit et aussi car il corrige les défauts de l'intrigue de son roman. Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines. Bien sûr, une adaptation ne remplacera jamais le livre qui en est à l'origine. Son but devrait toujours être de se servir de son origine comme matériel pour créer une œuvre appartenant à un médium différent. Mais que vous comprenez comment l'on fait des bons films qui donnent envie, même à des non-bibliophiles, de s'intéresser à la littérature. Personnellement, le film Illusion perdue m'a bouleversé quand je l'avais regardé à sa sortie, parce qu'il était audacieux et très bien réalisé. Quand je suis sorti de la salle, je me suis rué vers la librairie la plus proche pour me procurer un exemplaire du roman que j'ai dévoré par la suite, appréciant une autre version de l'histoire qui m'avait tant plu au cinéma et ayant le plaisir de découvrir les différences entre le film que j'avais vu et le livre que j'avais entre les mains.
Je sais qu'il y a des cinéphiles dans l'audience du Hussard qui sont fous de joie de le voir enfin faire une vidéo sur le cinéma. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont pas très enthousiastes à l'idée de lire un bouquin de 1000 pages mais qui regardent cette chaîne car ils sont quand même conscients de l'importance d'avoir une culture littéraire. Eh bien j'ai une bonne nouvelle, ce film vous plaira à tous. Si vous êtes un gros lecteur excité devant les pavés de Balzac comme les Norman Tavo devant une école maternelle, J'adore les mômes. vous allez aimer le film car il fait vraiment honneur au roman. Et si vous êtes cinéphile, vous allez aussi l'aimer pour ça, et car c'est une œuvre qui a de grandes qualités cinématographiques, assez fortes pour le faire aimer même à des personnes qui ne connaissent rien du roman. J'espère avoir convaincu avec ma participation à cette vidéo les spectateurs les plus réfractaires parmi vous de l'intérêt que pouvait avoir l'alliance entre le cinéma et la littérature. Deux arts tout aussi respectables l'un que l'autre qui ne peuvent que briller encore plus quand ils s'associent pour le meilleur. Je repasse la parole au Hussard pour la conclusion. Bon alors vous l'avez compris, le film est excellent, le livre aussi, et chacun des deux vous apportera des choses bien différentes. Dans le roman de Baba, il y a, en plus des critiques sociétales qui transparaissent dans le film, de subtiles considérations esthétiques, sentimentales ou poétiques, ce qui fait de l'ensemble une trame riche et incontournable. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir toute une galerie de personnages que vous retrouverez dans d'autres romans du même auteur, et que vous pourrez ainsi suivre à la trace sur des années, comme Daniel d'Arthez, Carlos Herrera, Raoul Nathan, Doria ou encore Étienne Lousteau. Pas mal non? Alors je vous mets le lien pour vous procurer ce banger en description, foncez, le livre n'est pas plus cher comme ça, mais c'est un excellent moyen de vous cultiver tout en soutenant la chaîne, c'est quand même pas mal comme deal, non? Et puis, tant qu'à faire, si vous aimez la critique de notre temps doublée d'un panache littéraire flamboyant, Pays réel, à la Giberne, devrait vous enchanter comme il a enchanté tous les lecteurs qui se le sont déjà procurés. Et si vous en avez marre des petites intrigues et que vous avez envie de renverser la table, jetez aussi un œil à L'Hydre jamais ne meurt, ça pourrait vraiment vous soulager. Enfin, je le redis, soutenez Axel et allez vous abonner à sa chaîne, le lien est en description et son contenu devrait vous plaire si vous aimez les images qui bougent et les places de cinéma à 18 €, punaise de lien incluse du MK2. Enfin, bon, vous me comprenez quoi. Il fait du bon boulot, alors allez le soutenir. Et chargez les gars.